Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Hervé Novellis, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des PME et du tourisme. Vous êtes également maire de Richelieu dans l'Indre-et-Loire. Merci d'être avec nous. J'en suis très heureux, mon cher Bruno. Nicolas Sarkozy est donc allé au clash avec la Commission européenne dans l'affaire des Roms. N'est-ce pas préjudiciable pour l'image de la France à quelques semaines de la prise de la présidence du G20 et du G8 ? C'est vrai que ça n'est jamais agréable qu'il y ait des tensions entre l'Union européenne, la Commission européenne et notre pays. Et je trouve que c'est parfaitement injustifié, le procès qui a été fait au président de la République. De quoi s'agit-il? Viviane Reding, que je connais bien, une commissaire qui sait faire parler d'elle. Elle l'a fait dans le passé et elle le fait aujourd'hui, à tort de mettre sur le même plan une circulaire administrative qui a été rapportée immédiatement, celle qui avait été maladroite dans sa formulation, et les affirmations des ministres qui sont venus à Bruxelles et du président de la République. Il n'y a aucune stigmatisation dans la politique qui est menée à l'égard des camps illégalement installés. Il y a simplement l'application de la justice et d'une règle simple qui fait que lorsqu'on est dans une situation illégale, eh bien, sous décision de justice, on peut être renvoyé chez soi. Hier, dans les coulisses de ce sommet européen, on entendait des chefs de gouvernement disant la France est trop généreuse avec les Roms. Est-ce que ce serait donc parce qu'on a un modèle social trop favorable que les Roms viendraient en France ? Ça n'est pas d'hier qu'il y a ce débat. On a souvent dit que le modèle social français attirait. Et Michel Rocard avait tiré la sonnette d'alarme il y a très longtemps, puisqu'il avait même dit « la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et il avait raison. Aujourd'hui, je suis extraordinairement attentif à la manière dont nous allons aborder l'après-crise. Comment faire en sorte que la croissance économique revienne. Et là, nous avons à regarder de près ce qui s'est passé en matière de transferts sociaux. Alors justement, vous publiez aujourd'hui une longue tribune dans Libération dans laquelle vous réclamez une diminution des niches sociales. C'est le retour du libéralisme des années 80-90 ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que dans cette tribune, je commence par dire que les soutiens sociaux, tout ce qu'a fait l'État, tout ce qu'ont fait les pouvoirs publics pendant la crise ont été très utiles pour soutenir la croissance économique, soutenir la consommation, à un moment où celle-ci s'écroulait. Par contre, j'attire l'attention sur le fait que, en quelques années, nous avons adopté un modèle redistributif, des transferts sociaux, des soutiens sociaux, qui est aujourd'hui le modèle le plus important au monde. Nous avons dépassé nos amis suédois dans ce domaine, et les transferts sociaux pèsent pour 30% de la richesse produite chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est utile pendant la crise peut se révéler lourd à supporter après la crise. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire en sorte que mon pays se donne les meilleures chances en matière de croissance économique. Et donc, nous devons absolument faire en sorte que, au fur et à mesure que la croissance revient, eh bien, les transferts sociaux diminuent. Il n'y a aucune raison qu'on n'adopte pas un modèle qui soit un modèle qui prenne en compte cette situation. Par exemple, on module beaucoup de choses. Eh bien, moi, je propose qu'on module les transferts sociaux en fonction de la croissance. Par exemple, le gouvernement auquel vous appartenez a créé depuis 2007, je crois que c'est vous qui avez fait le décompte, 15 nouvelles prestations sociales. Est-ce qu'il faut revenir dessus ? Il faut les regarder de très près. Et quand ça va mieux, il faut les diminuer. C'est ça que je propose. Vous savez, les modèles scandinaves, ils modulent les situations. La flex-sécurité. C'est-à-dire, on a une flexibilité qui est compensée par une sécurité pendant qu'on est au chômage. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est que ces transferts sociaux, ils diminuent. Ces soutiens sociaux, ils diminuent au fur et à mesure que l'on sort de la crise. Et ça va être un accélérateur de la crise. L'histoire économique, elle enseigne quoi? Eh bien, elle enseigne que plus vous prélevez, plus vous pesez sur la production, et moins celle-ci se développe. C'est tout à fait naturel. Et la France a une croissance qui diminue d'année en année en termes de potentiel. Et pourquoi ça? Eh bien, très certainement parce que nous avons 53% de dépenses publiques et sur ces 53%, 30% en dépenses sociales. On entend bien que vous voulez diminuer les dépenses publiques. Il y a une niche qui s'appelle la TVA à 5,5% dans la restauration, qui a échappé au coup de rabot de Bercy.
Et pourtant, c'était quand même une belle source d'économie. Plusieurs de nos internautes, justement, s'interrogent sur le nombre d'emplois créés, les prix qui n'ont pas baissé suffisamment à leur goût. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds qu'il faut absolument préserver cette TVA à 5,5. Pourquoi? D'abord parce que c'est un contrat que nous avons passé. Et l'État, il a signé. J'ai signé, Christine Lagarde avons signé ce contrat d'avenir avec les restaurateurs. Et en contrepartie de la baisse du taux de TVA, on a baissé les prix moins que je l'aurais souhaité. Mais on a créé beaucoup d'emplois dans la restauration. On a créé près de 30 000 emplois en un an, ce qui fait que la restauration française, elle est aujourd'hui la branche qui a créé le plus d'emplois et qui est le numéro 1 en matière de création d'emplois de toutes les branches de l'économie. Ça, c'est quelque chose qui a été respecté et au-delà par les restaurateurs. Donc si on regarde les niches en fonction de l'emploi, eh bien cette niche, il faut absolument la préserver. J'ajoute que c'est aussi affaire de crédibilité politique. Tout le monde l'avait promis. Le président de la République l'a fait, et en plus, c'est efficace. D'accord, on maintient cette TVA 5,5. Dans l'immédiat, sur le plan politique, ce dont on parle beaucoup, c'est le remaniement, les remaniements, j'allais dire. À l'UMP, Jean-François Copé a fait acte de candidature à la place de Xavier Bertrand. On l'écoute, il était avec nous en début de semaine. Dans mon esprit, l'offre de service que j'ai faite, si je puis dire, au président de la République concernant le parti, ça ne peut être que comme un prolongement de ce que je fais au groupe avec mes amis députés. Jean-François Copé à la tête de parti, ça convient, l'aile libérale de la majorité? Ce qui me convient, c'est qu'il y ait une organisation politique, comme l'UMP, qui soit en bonne santé. Et pour ça, il faut qu'on débatte. Moi, je suis frappé de voir combien, lorsque l'on propose des options, lorsque l'on a des convictions et qu'on met au bout de ces convictions un certain nombre de propositions fortes. Ce que j'ai fait avec mes amis réformateurs pendant la campagne de 2007. Parce que le crédit impôt-recherche, l'ISF PME, l'assouplissement des heures supplémentaires, c'est venu de l'aile libérale de la majorité. Et c'est nous qui l'avons porté avant que le candidat de l'époque, Nicolas Sarkozy, ne les reprenne, et j'en suis très heureux dans son programme. Je veux faire de même. Et il faut donc que l'UMP s'ouvre au courant, s'ouvre au mouvement, s'ouvre aux propositions. Et lorsque, à chaque fois que ça se passe, eh bien, j'en suis très heureux. Quand ça se passe pas, je ne suis pas content et je le dis. Et en 2007, justement, vous aviez été l'un des premiers à soutenir Nicolas Sarkozy. Pour 2012, les voix libérales que vous tentez de rassembler dans le club des réformateurs, elles lui sont déjà acquises ou pas? Elles sont acquises aux candidats réformateurs. Elles l'étaient pour Nicolas Sarkozy en 2007 parce qu'il avait un programme de réforme. Je crois que le travail qu'il a fait et qu'il continuera de faire est très important. C'est un travail d'adaptation de notre pays. Qu'il est certainement le meilleur à pouvoir avoir cette impulsion et cette capacité d'entraînement et de changement. Je souhaite donc que, s'il se présente, il puisse porter un programme de réforme que j'entends bien alimenter. Voilà la réalité. Alors, on a parlé du remaniement côté UMP, avec Jean-François Copé qui a fait acte de candidature. Est-ce que François Fillon, qui est aujourd'hui Premier ministre, et peut-être encore pour quelques semaines, est-ce qu'il ferait un bon patron de parti, lui? En tout cas, il fait un très bon Premier ministre. C'est déjà très important. Il a montré à ce poste, qui n'est pas un poste facile, combien il savait arbitrer, être un homme de synthèse et un homme de rassemblement. Il suffit de voir la popularité dont il jouit, pas seulement dans le pays, mais aussi au Parlement, ce qui est très important pour un Premier ministre. À l'UMP, certainement, il fera la démonstration de ses qualités. Le veut-il? Le lui a-t-on proposé? L'acceptera-t-il? C'est un autre débat. Pour ma part, en tous les cas. On l'entend. Et pour ma part, ce que je souhaite, c'est un patron à l'UMP. Un patron, un véritable patron, c'est-à-dire quelqu'un qui soit en situation d'impulser, sans se retourner tout le temps pour demander l'avis de quiconque. Et donc quelqu'un qui, au service un vrai patron du président de la République, puisse impulser les choses. Une dernière question, Monsieur Novelli. J'ai vu que vous réunissiez régulièrement les auto-entrepreneurs, probablement une des belles réussites de ce quinquennat. Est-ce que cela a vocation à l'avenir à un prolongement sous la forme d'une expression politique ou autre? Pourquoi pas? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 600 000 auto-entrepreneurs. S'ils appartenaient tous à un parti, ils seraient plus nombreux que l'UMP. Donc, il y a l'Union des auto-entrepreneurs, qui est présidée par mon ami François Hurel, qui fédère déjà plusieurs
milliers d'auto-entrepreneurs au service de quoi? De la création de richesses, de la création d'emplois, de la création d'activités, et donc au service de notre pays, parce que c'est là que ça va se jouer, la bonne santé de notre pays, dans sa capacité à développer des initiatives individuelles, à les fédérer. Donc ce serait certainement un beau projet. Un parti des auto-entrepreneurs. Hervé Novelli, je vous remercie, et à lundi pour une nouvelle édition du Talk Orange de Figaro.